La justice burkinabé a condamné ce jeudi le fondateur du mouvement Urgence panafricaniste Kémy Séba à 2 mois de prison avec sursis, ce pour outrage au président Roch Kaboré. De nouveaux affrontements meurtriers entre miliciens et commerçants mercredi et jeudi ont coûté la vie à au moins 30 personnes. En Centrafrique, c'était au PK5, le quartier majoritairement musulman de Bangui. L'attaquant uruguayen du FC Barcelone, Luis Suarez, et son épouse, Sofia Balbi, ont organisé une cérémonie en Uruguay. Objectif, renouveler leurs vœux après 10 ans de mariage. C'était le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur SICA. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. La justice burkinabé a condamné ce jeudi le polémiste franco-béninois et fondateur du mouvement Urgence panafricaniste Kémy Séba à 2 mois de prison avec sursis, ce pour outrage au président Roch Christian Kaboré au terme d'une audience en comparution immédiate. On m'a condamné à 2 mois avec sursis, qui sont en réalité 2 mois symboliques parce que même les juges savent que j'ai raison, a déclaré Kémy Séba à l'issue du procès. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou lui a aussi infligé une amende de 200 000 francs CFA, soit 300 €, le reconnaissant coupable également d'outrage à des chefs d'État étrangers, dont l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Nigérien Mahamadou Issoufou. Il avait été interpellé à son hôtel à Ouagadougou et placé en garde à vue le 21 décembre après une conférence publique sur le franc CFA dont il est un virulent détracteur à l'université Joseph Kizerbo. Refutant les accusations du parquet d'avoir tenu des propos injurieux et outrageants envers des chefs d'État, Kémy Séba a expliqué à la barre avoir voulu envoyer un électrochoc pour réveiller les dirigeants africains qui se laissent manipuler par le président français Emmanuel Macron. Personne ne pourra nous empêcher de dire ce que nous pensons. Et il faut qu'ils comprennent que la prison, c'est la 4e fois qu'on m'y envoie et à chaque fois, j'en sors plus fort, a-t-il insisté avant d'être accueilli triomphalement par ses partisans. Selon son avocat, ce procès remet en cause les libertés d'expression et d'opinion et constitue un recul démocratique. De son vrai nom, Stelio Capocicci, Kémy Séba, qui se présente comme un polémiste et conférencier panafricain, a ces dernières années organisé et participé en Afrique à plusieurs manifestations hostiles au franc CFA. Il a régulièrement été interpellé ou expulsé de pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore la Guinée. La justice ivoirienne a précisé ses accusations contre Guillaume Kigbafori Soro. Selon elle, l'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2020 préparait une insurrection civile et militaire pour s'emparer incessamment du pouvoir, des accusations balayées par sa défense. L'ancien président de l'Assemblée nationale devenu opposant, qui devait rentrer lundi dernier en Côte d'Ivoire, mais qui a dérouté son avion pour retourner en Europe, préparait un complot en 2 parties, a affirmé le procureur de la République d'Abidjan lors d'une conférence de presse transmise en direct à la télévision publique. Monsieur Soro, Guillaume, a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée. Certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Quelles sont les sanctions encourues? Ne serait-ce que l'attentat et le complot contre l'autorité de l'État, c'est l'emprisonnement à vie. Ces accusations s'appuient en particulier sur un enregistrement sonore effectué par les services de renseignement ivoiriens selon le procureur, qui a été diffusé pendant la conférence de presse. On y entend 2 hommes dialoguer, dont Guillaume Soro,
mais il n'a pas précisé où, ni quand, ni comment il a été réalisé, se retranchant derrière le secret de l'enquête. Selon le procureur, des armes ont été découvertes lors des perquisitions dont il n'a pas précisé les dates et les lieux. Guillaume Soro est aussi accusé de détournement de fonds publics et de blanchiment pour avoir tenté de s'approprier une résidence dans un quartier chic d'Abidjan, achetée pour 1,5 million de francs CFA, soit 2,3 millions d'euros sur les fonds de l'État lorsqu'il était Premier ministre en 2007. Des faits découverts tout récemment, selon le procureur. Mais sa défense a rejeté en bloc toutes ces accusations fallacieuses, fustigeant une opération d'espionnage mal montée par Abidjan. Maître Bamba Lamine ne conteste l'authenticité de l'enregistrement audio, mais affirme qu'il date de 2017 et qu'il est incomplet. Le président burundais Pierre Nkurunziza assure qu'il ne se représentera pas à la présidentielle de 2020. Il a fait cette déclaration vendredi dernier à Gitega, la capitale politique du Burundi. À moins de 6 mois de la présidentielle de 2020, le président burundais Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005 et dont le maintien en 2015 pour un troisième mandat avait provoqué une profonde et sanglante crise dans le pays, a réaffirmé qu'il ne serait pas candidat en mai 2020. Il a fait cette annonce vendredi dernier à Gitega, la nouvelle capitale, au cours d'une cérémonie de vœux à l'adresse des corps de défense, de sécurité et du renseignement. Si je dis que je ne me présenterai pas, la Constitution est claire là-dessus. Pour ma part, j'ai jugé bon qu'il faille se reposer. Le président Pierre Nkurunziza réaffirme ainsi haut et fort sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat alors que l'opposition en exil, la société civile ainsi que de nombreux diplomates doutent de cette intention affichée. Il a aussi répondu à son homologue américain Donald Trump et accusé une nouvelle fois le Rwanda d'avoir mené une attaque à Mabayi, dans l'ouest du pays. Nous avons été surpris par les déclarations du président des États-Unis, car il l'a dit quelques jours après que nous ayons accueilli Peter, son représentant, dans la région. Nous nous sommes rencontrés et il a été très content. Il est allé à l'intérieur du pays et nous avons circulé dans le pays et il a beaucoup apprécié la situation. Un procès judiciaire ne vieillit pas. C'est très important. Les Rwandais sont entrés dans notre pays, mais qu'ils sachent que même après 100 ans ou 200 ans, ils vont répondre à la justice. Pierre Nkurunziza, qui contrôle avec son parti, le CNDD-FDD, tous les leviers du pouvoir, n'a pas encore désigné de dauphin à 5 mois des élections de 2020. La CENI du Burundi a fixé au 20 mai 2020 une présidentielle couplée à des législatives et à des communales. Je l'annonçais en titre, de nouveaux affrontements meurtriers entre miliciens et commerçants, mercredi et jeudi, ont coûté la vie à au moins 30 personnes au PK5, quartier majoritairement musulman de Bangui, capitale de la République centrafricaine. Le dit quartier est devenu l'une des zones les plus dangereuses de la capitale depuis 2014. 33 corps ont été apportés à la mosquée, a affirmé Awad Al-Karim, imam de la mosquée Ali Balbolo, selon lequel les commerçants ont pris les armes pour s'opposer à la taxation imposée par les groupes d'autodéfense qui règnent dans le quartier. Une source sécuritaire évoque au moins 30 morts, sans plus de précision. De son côté, le président de la Croix-Rouge centrafricaine, Antoine Mbaobogo, établit un bilan qui était de 23 morts à 16 heures et serait désormais de 33, affirmant qu'il reste des corps près du marché. Ni la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, ni les autorités centrafricaines ne contrôlent le PK5 et aucun bilan officiel des affrontements n'était disponible jeudi, la MINUSCA se contentant d'évoquer des dizaines de victimes. La rue principale du PK5, artère économique de Bangui, était désertée par les passants jeudi après-midi. De nombreuses boutiques ont été pillées. On en a marre. À chaque fois, ils ont demandé de l'argent. À chaque fois, ils demandent de l'argent. À chaque fois, ils demandent de l'argent. Des fois, le braquage. Des fois, ils prennent des choses, c'est-à-dire par la force. Ce qui a fait que non, on ne peut pas rester comme ça jusqu'à quand. Comme plusieurs de ses confrères, Ousmane montre la garde dans la rue, armé d'une Kalachnikov.
Des explosions de grenades et de rafales d'armes automatiques étaient encore audibles dans l'après-midi, après avoir retenti dans la capitale centrafricaine dès mercredi soir. La détermination des commerçants a pris les miliciens de coup, eux qui s'étaient habitués à les taxer depuis qu'ils avaient pris le contrôle du quartier en 2013. Depuis, les ruelles du PK5 sont tenues par une myriade de groupes autoproclamés d'autodéfense constitués depuis 2013. Alors que le Burkina Faso est en deuil après une attaque djihadiste, 14 militaires du Niger, pays voisin, ont été tués ce mercredi. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours seulement après que le président nigérien ait plaidé pour plus de Barkhane dans le Sahel pour faire face à des groupes terroristes mieux équipés. L'armée nigérienne est à nouveau endeuillée. Un convoi composé d'éléments de la gendarmerie et de la garde nationale escortant des équipes chargées de l'enrôlement électoral dans la commune de Sanam, a été victime d'une embuscade tendue par des terroristes lourdement armés. À l'issue d'une bataille acharnée, plusieurs morts et blessés ont été enregistrés. Côté ami, 7 gendarmes et 7 gardes sont décédés. Un garde est porté disparu. L'ennemi, quant à lui, a subi de nombreuses pertes, assure le ministère nigérien de l'Intérieur dans un communiqué sans préciser leur ampleur. Selon les autorités, 14 militaires ont été tués dans cette attaque. Les agents civils de la CENI sont quant à eux rentrés sains et saufs dans la localité de Sanam. Ils opéraient pour le compte de la Commission électorale nationale indépendante qui doit organiser des élections générales présidentielles et législatives fin 2020. Il faut dire que c'est dans cette même région de Tillabéri, proche du Mali, que 71 soldats nigériens avaient été tués le 10 décembre dernier, la pire attaque depuis le regain des attaques djihadistes dans ce pays sahélien revendiqué par l'État islamique. Le président nigérien Mahamadou Issoufou avait annoncé dimanche lors de la visite du président français Emmanuel Macron que les pays du Sahel et la France lanceront un appel à la solidarité internationale durant un sommet à Pau dans le sud-ouest de la France le 13 janvier prochain consacré à la lutte contre les groupes djihadistes. L'attaquant uruguayen du FC Barcelone, Luis Suarez, et son épouse Sofia Balbi ont organisé une cérémonie en Uruguay pour renouveler leurs vœux après 10 ans de mariage. Plusieurs de ses coéquipiers étaient présents, dont un certain Lionel Andrés Messi. La célébration, après une décennie de mariage, a eu lieu dans un luxueux complexe de Barra de Maldonado, près de Punta del Este, un complexe situé à environ 130 km à l'est de Montevideo. Des supporters portant des maillots du Barça et d'autres clubs se sont approchés de l'entrée du complexe pour saluer les joueurs. Depuis un espace aménagé pour que la presse prenne des photos, il a été possible de voir la présence de collègues de Suarez au FC Barcelone, les Espagnols Sergio Busquets et Jordi Alba et l'Argentin Lionel Messi qui étaient présents avec son épouse Antonella Roccuzzo et le fils aîné du couple. Selon les médias locaux, la star brésilienne Neymar est également arrivée à Punta del Este pour assister à la fête. Suarez et Balbi se sont rencontrés lorsque le joueur avait 14 ans puis sont devenus petits amis. Lorsque Balbi a déménagé à Barcelone avec ses parents, Suarez a conclu que la seule chance de la revoir était de devenir footballeur professionnel et de jouer en Europe. En 2006, il a eu le sésame pour l'Europe en signant aux Pays-Bas, sa première étape dans le football européen, et a demandé à sa belle famille de laisser sa petite amie de 16 ans aller en Hollande pour vivre avec lui. Sa carrière s'est poursuivie à l'Ajax puis à Liverpool, d'où il a été transféré au FC Barcelone. Le couple s'est marié en 2009 et a 3 enfants, Delphina, Benjamin et Lautaro. Le communiqué de presse souligne également que tous les cadeaux reçus ont été donnés à la Fondation Pérez Escrimini, qui œuvre pour la guérison du cancer infantile en Uruguay. Et c'est sur ces images tout droit venues d'Uruguay que nous refermons cette édition. Merci d'avoir suivi.